Ma femme a tout pris dans le divorce, la maison, les voitures, l'argent. Tout le monde pensait que j'étais fini. J'ai calmement signé chaque papier. Lors de l'audience finale, son sourire s'est lentement effacé. La greffière a fait glisser les papiers sur la table en chêne poli, et ma femme a souri comme quelqu'un qui avait déjà gagné. Son avocat s'est penché, a murmuré quelques mots, bas, urgents, et la couleur a quitté son visage. Pas d'un seul coup. Elle s'est estompée lentement, comme une photographie laissée au soleil. De l'autre côté de l'allée, j'ai senti le léger tremblement du papier alors que les signatures attendaient d'être rendues permanentes. J'ai signé calmement. Elle fixait la page comme si elle avait changé pendant qu'elle ne regardait pas. La juge s'est raclé la gorge. La pièce est devenue silencieuse. C'est à ce moment-là que tout le monde a pensé que j'étais fini. C'est à ce moment-là qu'ils se sont trompés. Mais j'anticipe. Vous devez comprendre comment nous sommes arrivés dans cette salle d'audience un jeudi matin gris. Comment un mariage qui a duré près de 2 décennies s'est transformé en un concours silencieux de patience. Et pourquoi l'homme qui a tout signé n'était pas en train de se rendre du tout. Je m'appelle Étienne Dubois. J'ai 45 ans. Jusqu'à il y a 8 mois, j'étais marié à Mireille Dubois, une femme qui croyait plus aux résultats qu'au processus et aux apparences plus qu'à l'arithmétique. Nous nous sommes rencontrés au milieu de la vingtaine, quand l'ambition ressemblait encore à une promesse plutôt qu'à une menace. Elle aimait dire qu'elle pouvait voir la situation dans son ensemble. J'étais celui qui s'assurait que le cadre ne tombe pas du mur. Pendant des années, notre division du travail a fonctionné. Mireille s'occupait du monde social, des dîners, du réseautage, des photographies soigneusement sélectionnées. Je m'occupais des choses discrètes et invisibles. Les factures payées à temps. L'assurance revue à chaque renouvellement. Les cotisations de retraite réglées pour augmenter un peu chaque année. J'étais la personne qui se souvenait des dates d'échéance, lisait les petits caractères et remarquait quand les chiffres ne correspondaient pas. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. Et la stabilité, je le croyais, était l'amour avec les manches retroussées. Nous avons acheté notre première maison quand j'avais 30 ans, un endroit modeste avec un escalier qui craquait et un érable dans le jardin qui laissait tomber des hélicoptères partout dans l'allée chaque printemps. Mireille voulait des comptoirs en granit. Je voulais un toit qui ne fuirait pas. Nous avons fait un compromis en réparant le toit et en économisant pour les comptoirs plus tard. Quand notre fils Noé est né, tout s'est resserré en un petit centre lumineux. Nuit blanche, chaussettes douces, l'odeur du shampoing pour bébé. Je me souviens avoir pensé que si je gardais les lumières allumées et les roues en mouvement, le bonheur prendrait soin de lui-même. Ça ne s'est pas brisé d'un seul coup. Ça a basculé. Mireille a commencé à vouloir plus. Plus de superficie, plus de brillance, plus de preuves que nous étions en train de gagner une course invisible. Elle suivait des gens en ligne qui vivaient dans des maisons avec des canapés blancs et ne semblaient jamais rien renverser. Elle parlait d'investir en nous-mêmes, ce qui signifiait emprunter sur demain pour impressionner aujourd'hui. Quand j'hésitais, elle appelait ça de la peur. Quand je demandais du temps, elle appelait ça du contrôle. J'ai essayé d'expliquer qu'il y a une différence entre la croissance et l'effet de levier. Que la dette a une gravité, que l'on peut entrer dans un trou en souriant et être toujours en train de tomber. Elle a balayé cela d'un baiser et d'un rire, comme si je racontais une histoire pour s'endormir qui l'ennuyait. La première vraie fissure est survenue un mardi soir ordinaire. Noé était chez un ami. Le dîner refroidissait sur la cuisinière pendant que Mireille faisait défiler son téléphone, les yeux éclairés par une lueur qui ne venait pas de la pièce. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée debout au comptoir et a dit « Je pense que nous voulons des choses différentes. » Pas « Nous devons parler. » Pas « Je suis malheureuse. » Une déclaration de thèse livrée proprement. « Je veux le divorce », a-t-elle dit. « Je veux la maison, les voitures, l'argent. Je ne veux pas me battre. Nous pouvons faire ça proprement. » Elle l'a dit de la manière dont quelqu'un commande une vinaigrette à part. Je me souviens avoir remarqué de petits détails stupides. La façon dont l'horloge faisait tic-tac, la tache de sauce sur la cuillère que je n'avais pas encore lavée. Comment mes mains ne tremblaient pas même si ma poitrine semblait vide. J'ai posé une question sur Noé, elle a haussé les épaules. Nous trouverons une solution, a-t-elle dit, passant déjà à autre chose. En moins d'une semaine, ma carte de crédit a cessé de fonctionner. Puis le compte joint. C'est juste jusqu'à ce que les choses soient réglées,
a-t-elle dit, comme si le règlement était une saison qui passait toute seule. Sa mère, Janine, est arrivée avec une sympathie emballée comme une instruction. Elle a évalué mes affaires comme un expert, décidant ce qui comptait comme sentimental et ce qui comptait comme surplus. Nous allons mettre ça dans des sacs, a-t-elle dit, me tendant une boîte de sacs poubelles très résistants. Pas des boîtes, des sacs. Mireille a rapidement pris le contrôle du récit. Des amis ont appelé pour prendre de ses nouvelles. Des messages sont arrivés me demandant si j'allais bien, formulés de manière à supposer que ce n'était pas le cas. Aux événements scolaires de Noé, j'ai senti le changement, des sourires polis qui se terminaient une seconde trop tôt. Des yeux qui glissaient sur moi pour se poser sur la nouvelle certitude de Mireille. Je n'ai corrigé personne. Je n'ai pas argumenté. J'ai déménagé dans la chambre d'amis, puis dans un petit appartement à 8 km de là, assez proche pour maintenir la routine de Noé intacte. J'ai acheté un canapé d'occasion qui sentait légèrement le chien de quelqu'un d'autre et une lampe qui bourdonnait si on touchait le cordon juste comme il faut. La nuit, après que Noé se soit endormi, j'ouvrais des feuilles de calcul et je lisais. Parce que voici la chose que Mireille ne savait pas. 3 ans plus tôt, tard un soir, j'avais remarqué un virement qui n'avait pas sa place. Puis un autre. Les schémas ne s'annoncent pas. Ils murmurent. J'ai suivi les murmures tranquillement, patiemment, et j'ai appris à me taire. J'ai appris la valeur de l'attente. Quand j'ai finalement engagé une avocate, Maître Agnès Leroy, 54 ans, précise comme un métronome, elle m'a dit de me battre. Vous avez construit cette vie ensemble, a-t-elle dit. Vous avez droit à la moitié. Je lui ai dit que je ne voulais pas la moitié. Je voulais exactement ce que Mireille demandait. Maître Leroy m'a regardé comme si j'avais changé de langue au milieu d'une phrase. Faites-moi confiance, ai-je dit, laissez-la tout prendre. Elle a étudié mon visage, puis les dossiers que j'avais apportés. Lentement, son expression a changé. D'accord, a-t-elle dit. Si vous êtes certain. Je l'étais. Au moment de la date d'audience, Mireille rayonnait. Nouveaux vêtements, nouvelle confiance. Un homme de 10 ans plus jeune qui planait juste en dehors du cadre de ses photos. Elle croyait que l'élan était la même chose que la direction. Elle croyait que les signatures n'étaient que des formalités. Dans la salle d'audience, quand la greffière a fait glisser les papiers vers moi, j'ai ressenti un calme surprenant. J'ai signé mon nom avec soin, chaque lettre exactement là où elle devait être. De l'autre côté de l'allée, le sourire de Mireille a tenu jusqu'à ce que son avocat se penche et murmure. Juste quelques mots, pas assez forts pour que je les entende, mais assez forts pour que je voie la vérité atterrir. Son sourire a commencé à s'effacer. Quand les gens disent qu'un mariage s'est effondré, ils veulent généralement dire qu'il s'est brisé dans un moment dramatique, des cris, des portes qui claquent, une phrase finale qui résonne pendant des années. Le nôtre n'a pas fait ça. Il s'est aminci. Il s'est étiré. Il est devenu quelque chose de fragile bien avant de se briser. Après que Mireille a prononcé le mot divorce, elle a agi avec la confiance de quelqu'un qui croyait que le plus dur était passé. Pour elle, la décision elle-même était la victoire. Tout ce qui a suivi n'était que paperasse et logistique, des inconvénients à gérer. Pour moi, les jours ont pris une étrange clarté. Je remarquais les sons plus nettement. Le bourdonnement du réfrigérateur dans l'appartement. L'écho des pas de Noé dans un couloir qui n'était plus le nôtre. Le silence semblait plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Mireille disait aux gens que nous nous étions éloignés. C'était une phrase élégante. Elle suggérait l'inévitabilité, comme la météo. Elle ne mentionnait pas les années que j'avais passées à arrondir les angles de ses exigences ou la façon dont elle avait commencé à traiter la prudence comme une insulte personnelle. Elle ne mentionnait pas la nuit où elle a ri quand j'ai demandé comment nous couvririons un paiement ballon si le marché baissait. Tu t'inquiètes trop, avait-elle dit, m'embrassant sur la joue comme si cela réglait la question. Je m'inquiétais parce que s'inquiéter était mon travail. J'ai travaillé assez longtemps dans les opérations pour savoir que les résultats ne se soucient pas de l'optimisme. Les chiffres ne répondent pas à la confiance, ils répondent aux mathématiques. Pendant des années, j'avais géré notre ménage comme une petite entreprise. Revues mensuelles, projections annuelles. Quand Mireille voulait une nouvelle voiture, je calculais les totaux et négociais le leasing. Quand elle voulait rénover, je calculais le prix des matériaux et planifiais les entrepreneurs. Je n'étais pas contre la croissance.
J'étais contre le fait de prétendre que la croissance n'avait pas de coût. Elle détestait cette distinction. Elle voulait de l'élan, pas des marges. Après mon déménagement, elle a accéléré. Elle a changé les serrures pour la sécurité. Elle a mis mes affaires dans des boîtes avec Janine, supervisant, racontant ce qu'il était raisonnable que je garde. Tu n'as pas besoin de ça, disait-elle en soulevant quelque chose de petit mais significatif. La montre de mon grand-père, une pile de vieux carnets. Le sentimentalisme peut alourdir. Noé regardait depuis les escaliers, silencieux. Il avait 16 ans, assez vieux pour comprendre que quelque chose n'allait pas et assez jeune pour se sentir responsable de le réparer. Mireille s'appuyait sur lui d'une manière qui me nouait l'estomac. Ton père rend les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, lui a-t-elle dit assez fort pour que je puisse l'entendre au téléphone quand Noé m'a appelé ce soir-là. Je veux juste que tout le monde soit heureux. C'est incroyable à quel point la cruauté porte souvent le costume de l'inquiétude. Aux événements scolaires, Mireille arrivait tôt et partait tard, tenant salon. Je me présentais à l'heure, m'asseyais au fond, applaudissais quand le nom de Noé était appelé. Je sentais les yeux sur moi, me jaugeant. L'histoire avait été racontée, et je n'étais pas le héros. Je ne l'ai pas corrigé. Chaque instinct en moi voulait expliquer, me défendre, dire « vous ne savez pas la moitié de l'histoire ». Mais j'avais appris quelque chose d'important bien avant le divorce. Quand les gens pensent vous comprendre, ils cessent de prêter attention. Je les ai laissés faire. À cette époque, ma vieille amie Léna Petit a commencé à prendre de mes nouvelles plus souvent. Léna et moi nous connaissions depuis le début de la vingtaine, à l'époque où le loyer était divisé en 3 et où le dîner signifiait ce qu'il y avait de moins cher à l'épicerie. Elle m'a apporté de la soupe. Elle a écouté. Elle a posé des questions prudentes. Au début, j'étais reconnaissant. Puis, j'ai remarqué que Mireille faisait référence à des choses que je n'avais dites qu'à Léna, de petits détails, des échéanciers, le quartier que j'envisageais si je devais déménager à nouveau. J'ai compris un soir, alors que je me tenais dans ma cuisine, tenant mon téléphone, lisant un texto de Mireille qui faisait écho à une phrase que Léna avait utilisée quelques heures plus tôt. Je n'ai pas confronté Léna. Je me suis adapté. Je lui ai donné des informations sur « rien de faux, rien d'utile », et j'ai vu la fuite ralentir, puis s'arrêter. L'information, comme l'eau, trouve le point le plus bas. Je me suis assuré qu'il n'y avait pas grand-chose à trouver. L'appartement est devenu un lieu de routine. Noé restait avec moi une semaine sur 2. Nous cuisinions des repas simples, des pâtes avec de la sauce en bocal, des sandwichs au fromage grillé et de la soupe. Nous parlions de choses neutres, l'école, les films, la moto bruyante du voisin. Jusqu'à ce qu'un soir, il demande « Papa, est-ce que ça va aller pour nous ?» Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de confiance. Ça va aller, ai-je dit, et je le pensais. Ça n'en a peut-être pas l'air en ce moment, mais ça ira. Ce que je n'ai pas dit, c'est depuis combien de temps je me préparais à ce moment. 3 ans plus tôt, bien avant que Mireille ne prononce le mot divorce, j'étais en train de vérifier les comptes tard un soir quand un virement ne correspondait à aucun calendrier que je connaissais. Je l'ai signalé, puis j'en ai trouvé un autre. Puis un schéma. Rien d'illégal, rien d'évident, juste assez pour me rendre curieux. La curiosité est un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. J'ai creusé avec soin, tranquillement. J'ai appris où la dette se cachait et comment elle était justifiée. J'ai appris quels actifs étaient mis en gage et lesquels étaient nets. J'ai appris la différence entre la propriété et l'obligation. Et j'ai appris à garder un visage neutre quand Mireille parlait de la façon dont les choses allaient bien. Quand j'ai finalement apporté les dossiers à maître Agnès Leroy, elle a lu en silence, tournant les pages avec une patience qui égalait la mienne. Vous pourriez exposer cela, a-t-elle dit. Vous pourriez rendre cela très public. Je ne veux pas de publicité, lui ai-je dit. Je veux que ce soit terminé. Maître Leroy a hoché la tête lentement. Alors nous la laissons prendre ce qu'elle pense vouloir. Les séances de médiation étaient presque comiques. Mireille arrivait avec confiance et un bloc-notes rempli d'exigences. Maison, voiture, compte. Elle voulait une conclusion rapide. Son avocat, maître Bernard Chevalier, posait des questions prudentes. Je répondais simplement « oui, non ». Je suis d'accord. Je veux juste assez pour recommencer.
J'ai regardé Mireille se détendre à chaque concession, j'ai vu sa certitude grandir. À un moment donné, Bernard a suggéré un audit financier complet. Mireille l'a écarté d'un geste de la main. Ce n'est pas nécessaire, a-t-elle dit. Nous savons ce que nous avons. Maître Leroy m'a jeté un regard. J'ai gardé les yeux sur la table. Mireille a signé la renonciation quand elle lui a été présentée, agacée par le retard que cela représentait. Ne faisons pas traîner les choses, a-t-elle dit en tapotant son stylo. Je suis prête à passer à autre chose. Moi aussi. Au moment où l'audience finale a été programmée, Mireille célébrait déjà. Nouvelle photo, nouveau projet. Elle m'a envoyé un texto la veille au soir. Merci d'avoir été raisonnable, a-t-elle écrit. Ça n'avait pas à être laid. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé mon petit salon. La lampe qui bourdonnait, le canapé qui sentait le chien, le sac à dos de Noé près de la porte. La laideur est une question de timing, ai-je pensé. Et le timing, enfin, était de mon côté. Si la patience a un son, c'est le doux clic d'un stylo qui se referme après une signature. C'est ce que les semaines avant l'audience ont ressenti. Un long exercice de retenue, chaque jour. Une autre chance de réagir que j'ai délibérément ignorée. Mireille a pris mon silence pour de la faiblesse. Cela l'a rendue plus audacieuse. Elle a commencé à passer à l'appartement sans prévenir pour récupérer des papiers. Toujours habillée comme si elle se rendait à un endroit important. Talons hauts sur du béton fissuré, lunettes de soleil même quand le ciel était gris. Elle parlait rapidement, efficacement, comme un manager qui clôture un projet. J'aurai besoin des informations sur les titres de propriété d'ici vendredi, a-t-elle dit une fois, feuilletant un dossier sur mon comptoir de cuisine comme s'il était déjà à elle. Et assure-toi d'avoir signé les autorisations de cession des véhicules. Bernard ne veut pas de retard. Bernard, son diminutif pour maître Bernard Chevalier, l'avocat auquel elle faisait juste assez confiance pour l'écouter quand cela l'arrangeait. J'ai hoché la tête, dit que j'enverrais tout, et je l'ai vu se détendre à nouveau. Les gens relâchent leur prise quand ils pensent que le poids a disparu. Janine a intensifié à sa manière. Elle a appelé pour me rappeler des délais que je n'avais pas manqués et des obligations que je n'avais pas oubliées. Elle a formulé chaque demande comme une préoccupation. Tu ne veux pas compliquer les choses, disait-elle. Voix sirupeuse. Mireille est sous beaucoup de stress. Comme si le stress excusait l'effacement. Comme si un mariage était un reçu qui pouvait être retourné une fois que les classes étaient estompées. Noé dérivait entre nous. Tiré par une gravité qu'il n'avait pas créée. Chez Mireille, le langage a changé. Ton père ne comprend pas comment les choses fonctionnent, lui a-t-elle dit. Il est émotif. Ça piquait parce que ça inversait la vérité. Dans mon appartement, j'essayais de donner à Noé l'espace de poser ses propres questions. Un soir, alors que nous plions le linge sur le canapé, il a tenu un t-shirt et a dit « Maman dit que nous devrons peut-être vendre la maison à cause de toi. » J'ai plié une chaussette slowly. A-t-elle dit pourquoi? Elle a dit que tu es difficile. J'ai rencontré son regard. Parfois, être prudent ressemble à être difficile, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Il a hoché la tête, pas convaincu, mais en train de réfléchir. C'était suffisant. En coulisses, Maître Leroy et moi avons affiné le plan. Nous n'avons pas ajouté de théâtralité. Nous n'avons rien caché. Nous avons organisé. Chaque document était étiqueté. Chaque obligation listée. L'addendum, sec, méticuleux, énonçait ce que la propriété entraînait avec elle. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la comptabilité. Maître Leroy m'a averti de ne pas sous-estimer Bernard. Il est prudent, a-t-elle dit. S'il sent quelque chose d'anormal, il insistera. Mireille ne le laissera pas faire, ai-je dit. Elle est pressée. J'avais raison. La hâte avait un nom, Charlie. Il est apparu dans l'orbite de Mireille comme une comète, brillante, rapide, temporaire, un entraîneur personnel devenu agent immobilier à temps partiel, plein d'espoir, tout en dents et en certitude. Il n'est pas venu à la médiation, mais il planait dans les textos et les calendriers. La vie est courte, a-t-il posté. Ne vous contentez pas de peu. Mireille a fait écho à ce sentiment, taguant des lieux avec des vues et des légendes sur de nouveaux départs. L'élan est enivrant.
Il fait paraître les conséquences théoriques. Bernard a de nouveau demandé un audit, cette fois plus fermement. Mireille a de nouveau refusé, cette fois irritée. Nous avons déjà parlé de ça, a-t-elle dit. Je ne vais pas payer pour des retards. Bernard a fait ce que font les avocats prudents. Il a rédigé une renonciation. Il l'a expliqué. Il a déconseillé de la signer. Mireille a signé quand même, agacée que la prudence continue d'interrompre sa célébration. J'ai regardé son stylo se déplacer sur la page et j'ai ressenti une tendresse surprenante. Les gens ne réalisent pas quand ils prennent la décision la plus coûteuse de leur vie. Ils pensent que le coup s'annoncera de lui-même. Les jours se sont réduits à l'audience. Je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Non pas parce que je gagnais, mais parce que je ne devinais plus. L'incertitude est plus lourde que la perte. Le matin de l'audience, je suis arrivé tôt. Le palais de justice sentait le vieux papier et le produit à polir. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé le couloir se remplir. Des avocats murmuraient. Des chaussures claquaient. Quelqu'un a ri trop fort. Mireille est arrivée dans un manteau sur mesure, Charlie planant juste devant les portes comme un porte-bonheur. Janine suivait, le menton haut, les yeux cherchant des témoins du triomphe de sa fille. Maître Leroy s'est assise à côté de moi, calme comme toujours. Dernière chance de changer d'avis, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Finissons-en. Dans la salle d'audience, la juge, une femme aux cheveux argentés et aux lunettes de lecture perchées bas sur son nez, a examiné le dossier. Elle a posé les questions habituelles. Comprenais-je ce à quoi je renonçais? Subissais-je des pressions? J'ai répondu clairement. Volontairement, oui. Non, je veux que cela soit résolu. Le sourire de Mireille était étudié, public. Elle a signé rapidement, lisant à peine. La greffière a fait glisser les papiers vers moi. J'ai pris mon temps. Pas pour le drame, mais par respect. L'encre compte. Puis Bernard a atteint l'addendum. J'ai vu le moment où son expression a changé. Le scintillement de confusion, la subtile contraction autour de sa bouche. Il a tourné une page, puis une autre, comme s'il espérait que les chiffres se réorganiseraient. Ce ne fut pas le cas. Il s'est penché vers Mireille et a murmuré. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais j'ai reconnu la cadence des mauvaises nouvelles. Le sourire de Mireille a tenu une seconde, puis il a vacillé. Quoi, a-t-elle chuchoté en retour, trop fort. Bernard a légèrement secoué la tête, les yeux toujours sur la page. Il a chuchoté à nouveau, plus urgemment. Mireille m'a jeté un regard, puis à Maître Leroy, puis de nouveau au papier devant elle. La couleur s'est retirée de ses joues. La juge l'a remarqué. Y a-t-il un problème, a-t-elle demandé. Bernard s'est raclé la gorge. Votre honneur, je dois confirmer que ma cliente comprend les divulgations de responsabilité jointes à l'accord. Mireille s'est redressée. Je comprends, a-t-elle dit, la voix tendue. Nous avons terminé ici. La juge a regardé la renonciation, a regardé Bernard, a regardé Mireille. Madame Dubois, a-t-elle dit, votre conseil a recommandé une révision. Vous avez refusé. Est-ce exact? Oui, a sèchement répondu Mireille. Je sais ce que j'ai signé. La mâchoire de Bernard s'est crispée. La main de Maître Leroy reposait légèrement sur la table. J'ai gardé les yeux sur la juge. Très bien, a dit la juge. Procédez. Le marteau est tombé avec un son doux et final. À l'extérieur de la salle d'audience, Mireille a confronté Bernard, la voix montant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je l'ai fait, a-t-il dit, calme, professionnel. Plus d'une fois. Charlie a regardé son téléphone. Son sourire a disparu. Il a fait un pas en arrière, puis un autre, créant un espace comme par réflexe. Janine a exigé des explications que personne n'avait le temps de donner. J'ai rassemblé mes papiers et je me suis levé. Mireille m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, comme si elle me voyait pour la première fois depuis des mois. Tu savais, a-t-elle dit. J'ai lu, ai-je répondu. Il y a une différence. Je suis passé devant elle dans le couloir. Le son des voix montant derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'étais en colère,
mais parce que l'histoire avait avancé, et moi aussi. Dans les jours qui ont suivi l'audience, le silence s'est installé comme de la poussière, pas le genre paisible, mais le genre qui s'accroche aux surfaces et attend d'être dérangé. Je le sentais dans l'appartement, dans la façon dont la lampe bourdonnait puis s'arrêtait. Dans la façon dont Noé faisait une pause avant de parler, comme pour tester l'air. Les gens pensent que la salle d'audience est le point culminant. Ce n'est pas le cas. Les suites sont l'endroit où la vérité achève son travail. Mireille a appelé 2 fois cette première semaine. Je n'ai pas répondu. Non par dépit, mais par nécessité. Il y a une différence entre la clôture et la contamination. Maître Leroy a appelé à la place, sa voix stable, presque amusée. Les banques contactent, a-t-elle dit. Pas vous. J'ai laissé cela s'imprégner. Voici la partie qui n'arrive jamais dans les gros titres. Les conséquences arrivent tranquillement. Elles se présentent sous forme d'enveloppes avec des polices polies, de rappels de calendrier qui se fichent de ce que vous ressentez, d'obligations qui ne reconnaissent pas la confiance comme monnaie. Mireille avait pris la maison, exactement comme elle le voulait. La maison avec l'érable et l'escalier qui craquaient. La maison avec une deuxième hypothèque qui arrivait à échéance plus vite qu'elle ne s'en souvenait. Et une ligne de crédit qui supposait une croissance continue. Elle avait pris les voitures aussi. Des leasings déguisés en propriété, des paiements ballons planant comme une ponctuation à la fin d'une phrase que personne ne voulait lire. Elle avait pris les comptes qui semblaient pleins sur le papier mais qui étaient déjà affectés, déjà promis ailleurs. Elle avait pris la participation dans l'entreprise qu'elle avait insisté pour ajouter au règlement, celle liée à une entreprise qui perdait de l'argent tout en projetant le succès. Ce qu'elle n'avait pas pris, parce qu'elle ne le pouvait pas, c'étaient les morceaux que j'avais protégés bien avant que le mot divorce n'entre dans notre vocabulaire. Mon compte de retraite, correctement transféré, jamais mélangé. Un petit héritage de ma tante, gardé séparé, documenté, intact, et le trust que Maître Leroy et moi avions établi pour Noé des mois plus tôt, net et irrévocable, conçu pour être ennuyeux et à l'épreuve des balles. Mireille ne comprenait pas ce qui était ennuyeux. Elle ne l'avait jamais compris. Noé, si, finalement. Il est venu à l'appartement un soir avec une pile de courriers adressés à sa mère. Il ne l'avait pas ouvert. Il l'a juste tendu comme une chose fragile. Elle est en colère, a-t-il dit. Elle dit que la banque a fait une erreur. J'ai pris la pile et je l'ai posée sur la table sans la lire. Les banques ne font pas d'erreurs basées sur les sentiments, ai-je dit doucement. Elles en font basées sur la paperasse. Il s'est assis, les épaules affaissées. Elle dit que tu l'as trompé. Je me suis assis en face de lui. Je n'ai rien caché, ai-je dit. Je ne l'ai pas pressé. Je ne lui ai pas dit quoi signer. J'ai répondu aux questions quand elles étaient posées. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, Charlie ne vient plus. J'ai hoché la tête. Certaines personnes ne sont là que pour la photo, ai-je dit. Pas pour le cadre. La photo s'est effilochée rapidement. Mireille a essayé de vendre la maison, mais quand l'expertise est revenue, les chiffres ont refusé de coopérer. Les acheteurs posaient des questions. Les prêteurs hésitaient. Les mots « vente à découvert » sont entrés dans des conversations qu'elle avait supposées être festives. Des fournisseurs ont appelé pour des factures impayées liées à l'entreprise qu'elle avait insisté pour garder. Les comptes qui avaient semblé sains ont révélé leurs conditions, et les conditions ne négocient pas. Janine a appelé ensuite, son ton aiguisé par la peur. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Mireille ne savait pas. Savoir et lire ne sont pas la même chose, ai-je répondu, faisant écho à des mots que j'avais déjà utilisés une fois. Elle avait un avocat. Janine a ricané. Tu pourrais aider. J'ai fermé les yeux un instant, choisissant la vérité la moins dommageable. Aider ne ferait qu'empirer les choses, ai-je dit. Pour tout le monde. Maître Leroy a confirmé ce que je savais déjà. Toute tentative de réparer les choses me réimpliquerait dans des obligations dont je venais d'être considéré légalement libre. Les lignes claires comptent. La retenue aussi. Mireille s'est présentée à l'appartement 2 semaines plus tard, sans prévenir. Elle semblait plus petite en quelque sorte, comme si la confiance avait fait le gros du travail tout ce temps. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière trop serrés. Elle ne s'est pas assise. Elle a fait les 100 pas. Tu m'as ruiné, a-t-elle dit. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai attendu.
Tu fais toujours ça, a-t-elle continué. Tu te caches derrière les détails. Tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde. Je pense que les contrats signifient ce qu'ils disent, ai-je répondu. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est de la littératie. Elle a cessé de faire les 100 pas. J'ai besoin d'aide. La voilà. Pas des excuses, pas une reconnaissance, une demande formulée comme un droit. Non, ai-je dit, pas fort, pas avec colère, juste clairement. Elle m'a regardé, incrédule. Après tout, ai-je convenu. C'est ici que j'arrête de porter ce qui n'est pas à moi. Son visage s'est crispé, et pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Au lieu de cela, elle a ri, un son court et cassant. Tu as toujours voulu gagner. J'ai secoué la tête. Je voulais finir. Elle est partie sans claquer la porte. Cela semblait être un progrès. La vie s'est réassemblée lentement. Noé et moi avons trouvé un rythme. Devoir à la table de la cuisine, promenade le week-end, repas simples qui avaient meilleur goût parce qu'ils étaient les nôtres. Je me suis inscrit à un programme de certification que j'avais reporté pendant des années. Quelque chose de pratique qui avait du sens dans une vie plus petite et plus calme. J'ai peint la minuscule cuisine de l'appartement d'un vert tendre. Pas exactement sauge, mais assez proche pour me rappeler que les débuts n'ont pas besoin de permission. L'histoire de Mireille a continué sans moi. Consultations en faillite, négociations, explications offertes à des gens qui avaient cessé d'écouter. Le récit qu'elle avait construit n'a pas survécu aux mathématiques. C'est rarement le cas. Un soir, alors que Noé rinçait la vaisselle, il a dit « Je comprends maintenant ». J'ai levé les yeux. Comprendre quoi? Pourquoi tu as attendu, a-t-il dit. Pourquoi tu ne t'es pas battu comme tout le monde s'y attendait? J'ai séché mes mains et j'ai rencontré son regard. Parfois, se battre ressemble à du bruit, ai-je dit. Et parfois, ça ressemble à de la patience. Il a hoché la tête, pensif. Puis il a souri, petit, sincère. Je suis content que tu sois mon père, a-t-il dit. C'était le seul verdict qui comptait. Plus tard, seul dans le calme, j'ai pensé au moment dans la salle d'audience. Le murmure, le sourire qui s'efface, la prise de conscience qui arrive tard. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti du soulagement. Le soulagement que le long et minutieux travail est tenu. Le soulagement que l'avenir de mon fils soit à l'abri de l'impatience de quelqu'un d'autre. Le soulagement que l'histoire dans laquelle j'avais été écrit sans mon consentement ait enfin pris fin. Les gens demandent encore comment je suis resté calme. La vérité est simple. Je n'étais pas calme parce que j'avais abandonné. J'étais calme parce que je m'étais préparé. Et une préparation bien faite ne fait pas de bruit quand elle fonctionne. Le truc avec les conséquences, c'est qu'elles n'arrivent pas tout en même temps. Elles vous testent d'abord. Elles voient ce que vous ignorerez, ce que vous excuserez, ce que vous tenterez d'arranger. Quand vous ne le faites pas, elles deviennent plus bruyantes. Mireille a essayé d'arranger les choses. Elle a recadré. Elle a dit aux gens que le marché avait changé, que le timing était mauvais, que n'importe qui aurait pu être pris au dépourvu. Elle a dit que les chiffres étaient temporaires. Temporaire est un mot réconfortant. Il suggère que la patience réparera ce que la discipline aurait empêché. Les banques n'acceptent pas le réconfort comme garantie. Les appels ont continué à arriver, pas à moi, jamais à moi, mais j'en ai entendu parler par Noé, par les messages vocaux paniqués de Janine laissés sur mon téléphone, par les mises à jour mesurées de Maître Leroy. Un paiement manqué, une clause déclenchée, un taux ajusté, chaque élément petit en soi, formant ensemble un puits de gravité dont Mireille ne pouvait pas sortir avec l'optimisme seul. Un après-midi, Maître Bernard Chevalier m'a appelé directement. Il n'a pas perdu de temps en politesse. Je veux être clair, a-t-il dit. J'ai conseillé ma cliente de manière approfondie. Elle a refusé la révision. L'accord est maintenu. Je comprends, ai-je dit. Je ne conteste rien. Il y a eu une pause. Vous avez joué ça proprement, a-t-il dit, non pas en accusant, mais en énonçant un fait. La plupart des gens ne le font pas. Je n'ai pas joué, ai-je répondu. J'ai lu. Il a expiré. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit. Je suis désolé que ça se soit terminé comme ça.
Moi aussi, ai-je dit, et je le pensais. Puis nous avons raccroché, deux professionnels reconnaissant un travail accompli dans des directions opposées. Mireille n'a pas cessé d'essayer de me faire revenir. Elle envoyait des messages tard dans la nuit, moitié nostalgie, moitié négociation. Tu te souviens quand on a réparé l'escalier ensemble? Suivi de « Si tu te portes co-signataire juste pour un an, je peux tout stabiliser ». Elle alternait entre la chaleur et la pression, comme quelqu'un qui teste des portes pour voir laquelle s'ouvrira. J'ai répondu une fois, je ne serai pas impliqué. S'il te plaît, arrête de demander. Après cela, j'ai complètement cessé de répondre. Les limites ne sont pas des punitions, ce sont des instructions. Noé a remarqué le changement avant moi. Elle est différente, a-t-il dit un soir, en regardant son téléphone. Plus calme. Plus calme n'est pas toujours mieux, ai-je dit. Ça signifie juste que le bruit s'est déplacé ailleurs. À l'école, Mireille a cessé de faire du bénévolat. Aux événements, elle arrivait en retard ou pas du tout. La vie soignée qu'elle avait construite nécessitait une énergie constante, et cette énergie était réorientée vers la survie. Les gens se sont adaptés rapidement. Ils le font toujours. Janine a essayé un nouvel angle. Elle m'a invité à prendre un café. Son ton soudainement conciliant. Les familles pardonnent, a-t-elle dit, en remuant sa tasse comme si elle contenait des réponses. Mireille a besoin de soutien. Les familles respectent les limites, ai-je répondu. Et le soutien ne signifie pas absorber les conséquences destinées à quelqu'un d'autre. Sa bouche s'est crispée. Tu as toujours été têtu. Je l'ai appris en regardant ce qui arrive quand les gens ne le sont pas, ai-je dit. Cette conversation s'est terminée là où elle avait commencé, nulle part. Pendant ce temps, ma vie s'est resserrée de bonne manière. Le programme de certification exigeait de la concentration. J'ai appris de nouveaux systèmes, de nouvelles efficacités. J'ai aimé être à nouveau un débutant, j'ai aimé l'humilité de ne pas prétendre tout savoir. Noé a commencé à parler de l'université en termes spécifiques, des programmes, des campus, des futurs qui semblaient tangibles. Le trust que Maître Leroy et moi avions construit restait tranquillement en arrière-plan, faisant ce pourquoi il avait été conçu. Rien de dramatique. Un soir, Noé a demandé si nous pouvions visiter l'ancienne maison, juste pour la voir, a-t-il dit. Nous y sommes allés un dimanche après-midi. L'érable était toujours là. Des hélicoptères étaient éparpillés dans l'allée. La pelouse avait besoin d'être tondue. Un panneau d'agent immobilier était incliné. L'optimisme tempéré par la réalité. Noé se tenait sur le trottoir, les mains dans les poches. Elle a l'air plus petite, a-t-il dit. Tout a l'air plus petit quand on arrête de projeter dessus, ai-je répondu. Nous ne sommes pas entrés. Nous n'en avions pas besoin. La mémoire est portable. Sur le chemin du retour, Noé a dit, maman dit que tu as planifié ça. J'ai gardé les yeux sur la route. J'ai planifié de protéger ce qui comptait, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Il a hoché la tête, absorbant. Je crois que je comprends, a-t-il dit. Tu ne voulais pas qu'elle gagne ou perde. Tu voulais qu'elle arrête. J'ai souri à cela. C'est plus proche que tu ne le penses. La dernière tentative de Mireille est venue un jeudi pluvieux. Elle a frappé doucement cette fois, comme si le volume pouvait changer les résultats. Elle avait l'air fatiguée. Pas la fatigue performative qu'elle avait l'habitude de porter comme un insigne, mais le genre qui vient du comptage des jours et du recalcul des promesses. Je ne peux pas faire ça seule, a-t-elle dit. Tu n'es pas seule, ai-je répondu. Tu as des professionnels, des conseillers, des options. Elle a ri faiblement. Des options, a-t-elle répété. Tu parles toujours comme ça. Je parle comme ça parce que c'est comme ça que les problèmes se résolvent, ai-je dit. Elle a scruté mon visage à la recherche de quelque chose, de la pitié, de la nostalgie, d'un levier. Elle ne l'a pas trouvé. Finalement, elle a hoché la tête. Je suppose que c'est tout, a-t-elle dit. C'était tout il y a un moment, ai-je répondu. Nous rattrapons juste notre retard. Elle est partie sans rien demander d'autre qui comptait. Plus tard dans la nuit, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai pensé au moment dont tout le monde se souvenait, le murmure, le sourire qui s'efface. Ce n'était pas la fin. C'était la révélation.
La vraie fin était plus silencieuse. Une série de décisions honorées, de limites respectées, une vie recalibrée pour s'adapter à la réalité au lieu de poursuivre une illusion. J'ai écrit une liste sur un bloc-notes jaune, pas des objectifs, mais des principes. Lire avant de signer. Protéger l'avenir. Ne pas confondre mouvement et progrès. Cela semblait simple, presque évident. C'est toujours le cas avec le recul. Noé est sorti de sa chambre et a jeté un coup d'œil au bloc-notes. C'est pour l'école, a-t-il demandé. C'est pour la vie, ai-je dit. Il a souri. Je peux en ajouter un. J'ai fait glisser le bloc-notes vers lui. Il a écrit avec soin, puis l'a repoussé. Posez de meilleures questions. J'ai hoché la tête. C'est peut-être le meilleur de tous. Alors que la pluie se calmait dehors, l'appartement semblait stable. Pas impressionnant, pas enviable, mais honnête. Et l'honnêteté, j'avais appris, se compose mieux que n'importe quelle illusion ne le pourrait jamais. Au moment où la poussière est retombée, les gens voulaient une morale. Ils voulaient quelque chose de net qu'ils pourraient répéter lors de dîners ou glisser dans des conseils pour des amis. Je n'en avais pas une qui tenait sur un sous-verre. Ce que j'avais, c'était des résultats, non romantiques, précis, inévitables. La vie de Mireille s'est réorganisée autour des échéances, des demandes de prolongation, des négociations qui n'allaient nulle part. L'entreprise qu'elle avait insisté pour garder a manqué ses projections avec des marges qu'aucun discours d'encouragement ne pouvait combler. Les fournisseurs ont cessé d'accepter les promesses. La maison est restée sur le marché, le prix ajusté à la baisse par incrément prudent qui ressemblait à des aveux. Les voitures sont revenues, des frais anticipés attachés comme des notes de bas de page. Le mot faillite a tourné sans atterrir, lourd comme un orage qui refuse de passer. Elle a blâmé le timing. Elle a blâmé le marché. Elle m'a blâmé. Le blâme est un réflexe. Il se déclenche avant que la compréhension n'ait une chance de se former. Je suis resté en dehors de ça. Maître Leroy prenait des nouvelles périodiquement, brèves et factuelles. Vous êtes hors de cause, a-t-elle dit. Vous restez hors de cause. C'étaient les seules phrases dont j'avais besoin. La clarté est un soulagement. Noé a observé tout cela avec l'intensité silencieuse de quelqu'un qui apprend comment le monde fonctionne réellement. Un soir, alors que nous rentrions de l'épicerie en prenant le chemin le plus long, il a dit, les gens pensent que gagner a l'air bruyant. Gagner, c'est dormir, ai-je dit. Et se réveiller sans angoisse. Il a réfléchi à cela, puis a hoché la tête. Ça a du sens. À l'école, un conseiller a demandé si tout allait bien à la maison. Noé a dit oui avec la confiance de quelqu'un qui avait testé la réponse. Cela comptait plus pour moi que toute autre chose. Mireille appelait moins souvent. Quand elle le faisait, son ton était différent, pas plus doux, juste dépouillé d'attente. Elle posait des questions sur l'emploi du temps de Noé. Elle posait des questions sur la logistique. Une fois, elle a dit, je ne pensais pas que ce serait comme ça. J'ai choisi mes mots avec soin. La plupart des choses ne le sont pas, ai-je dit. La dernière fois que nous avons parlé longuement, c'était dans un lieu neutre, un café près du palais de justice, choisi pour sa commodité plutôt que pour son confort. Elle est arrivée tôt, assise avec ses mains enroulées autour d'une tasse qu'elle n'avait pas commandée. Quand je me suis assis, elle a levé les yeux avec un sourire fatigué. Tu as l'air installé, a-t-elle dit. Je me sens juste, ai-je répondu. Il y a une différence. Elle a ri doucement. Tu as toujours eu le don des mots. J'ai toujours eu le don des chiffres, ai-je dit, sans méchanceté. Elle a fixé la table un moment. Je pensais que si j'allais assez vite, je n'aurais pas à le sentir. La vitesse n'efface pas le poids, ai-je dit. Elle change juste le moment où on le remarque. Elle a hoché la tête, absorbant. J'aurais aimé que tu m'arrêtes. J'ai rencontré son regard. J'ai essayé de nous ralentir. Tu ne voulais pas de lenteur. C'est ce qui s'est approché le plus d'une excuse. C'était suffisant. La vie a rempli l'espace où se trouvait autrefois le drame. La certification s'est transformée en contrat. Le contrat en travail stable. J'ai trouvé de la satisfaction à bien résoudre de petits problèmes, à construire des systèmes qui n'avaient pas besoin d'applaudissements. L'appartement semblait moins temporaire. J'ai réparé la lampe qui bourdonnait.
J'ai acheté une plante qui prospérait dans la négligence. Noé et moi nous disputions sur la musique et rions de vieux films. Nous cuisinions de meilleurs repas. Nous dormions de meilleures nuits. Un après-midi, en triant le courrier, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Il n'y avait pas d'enveloppe qui faisait bondir mon pouls. Pas d'appel que je redoutais de prendre. L'absence d'anxiété était si complète qu'elle ressemblait à un son que j'avais cessé d'entendre. Mireille a déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. Elle a réduit sa vie comme le font les gens quand les options se resserrent. Elle s'est de nouveau présentée aux événements de Noé, plus silencieuse, moins performative. Nous avons coordonné les horaires avec civilité. Ce n'était pas de l'amitié, c'était fonctionnel. Parfois, c'est le meilleur résultat possible. À la fin de l'été, Noé et moi avons fait un court voyage, rien d'éclatant, une route le long de la côte, quelques nuits dans un motel propre avec des serviettes fines. Nous avons marché le long de l'eau au crépuscule, les chaussures à la main. L'horizon était large et imperturbable. « Ça va ?» lui ai-je demandé, la question que les parents posent même quand ils pensent connaître la réponse. « Ouais », a-t-il dit. « Je pense que j'ai appris quelque chose cette année. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Que la confiance n'est pas la même chose que la certitude, » a-t-il dit. « Et que la certitude n'est pas la même chose que d'avoir raison. » J'ai souri. C'est une bonne leçon. Il a fait des ricochets avec une pierre sur l'eau et l'a regardé disparaître. « Je ne veux pas être bruyant, » a-t-il ajouté. « Je veux être préparé. » J'ai mis un bras autour de ses épaules. C'est un plan solide. Plus tard, de retour dans la chambre, j'ai pensé au moment qui avait tout déclenché. Le murmure, le sourire qui s'efface, les papiers qui attendent d'être signés. Les gens se souviennent de cette scène parce qu'elle ressemble à la justice en miniature. Ce qu'il manque, c'est le long travail en amont. La discipline de ne pas réagir. La patience de laisser les faits faire leur travail. Je n'ai jamais voulu que Mireille échoue. Je voulais que la vérité soit inévitable. Il y a une différence. L'une est personnelle. L'autre est structurelle. Le jour où Maître Leroy a appelé pour clore le dossier, elle semblait satisfaite. « Tout est final », a-t-elle dit. « Vous êtes libre. »« Merci », ai-je dit. Elle a fait une pause. « Vous savez », a-t-elle ajouté, « la plupart des gens auraient essayé de marquer des points. » Je ne tenais pas le score, ai-je répondu. Je tenais des registres. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert le bloc-notes jaune que Noé et moi avions complété au fil des mois. Les principes remplissaient la page avec différentes encres et tailles d'écriture. Lire avant de signer. Protéger l'avenir. Poser de meilleures questions. J'en ai ajouté un de plus en bas, puis j'ai fermé le bloc-notes. Laisser les résultats parler. Cette nuit-là, en éteignant les lumières, l'appartement semblait être un endroit qui m'appartenait. Non pas parce que j'avais gagné quelque chose, mais parce que j'avais terminé quelque chose. Et finir, bien fait, laisse de la place pour ce qui vient ensuite. Il y a un moment, après une longue tempête, où vous sortez et l'air semble différent. Pas exactement plus propre, juste plus léger, comme si le ciel se souvenait enfin comment respirer. C'est ce que les mois après que tout se soit réglé ont ressenti. Plus de dates d'audience sur le calendrier. Plus de mets qui me serraient la poitrine avant que je ne les ouvre. Juste de l'espace. La vie de Mireille a trouvé sa nouvelle forme. Plus petite, plus calme, délimitée par des réalités qu'elle ne pouvait plus contourner par la parole. Elle n'a pas disparu, et je ne voulais pas qu'elle le fasse. Noé avait besoin de sa mère. Ce qui a changé, c'est le ton, les arêtes vives émoussées, le sentiment de droit aminci. Quand nous parlions, c'était d'horaires et d'événements scolaires, pas de blâme ou de marchandage. Un soir, après que Noé soit revenu de chez elle, il a dit « Maman essaie ». J'ai hoché la tête. « Essayer compte », ai-je dit. Les résultats comptent mort. Il a souri à cela, car à ce moment-là, il comprenait la différence. Je me suis concentré sur la construction vers l'avant, pas en arrière. Le travail en contrat s'est transformé en une liste de clients réguliers. Les gens aimaient que je ne survende pas, que je livre ce que je promettais et que je documente tout. C'est drôle comme les habitudes qui ennuyaient Mireille se sont avérées être une monnaie précieuse dans le monde réel. J'ai remplacé la lampe qui bourdonnait par une silencieuse.
J'ai remplacé le canapé qui sentait le chien par un qui ne sentait rien du tout. La paix a une odeur. Elle est subtile. Noé a commencé à visiter des universités. Nous avons conduit, parlé, écouté des visites de campus qui se ressemblaient tout après un certain temps. Sur un trajet de retour, il a dit, « Je pensais que réussir signifiait avoir plus. » Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, je pense que ça signifie avoir besoin de moins, a-t-il dit. Et savoir pourquoi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste conduit et laissé la route se dérouler devant nous. Les parents n'ont pas toujours l'occasion de voir les leçons atterrir. Quand c'est le cas, c'est un cadeau. Mireille et moi avons assisté à un événement ensemble cet automne-là, la soirée de remise des prix de l'école de Noé. Nous étions assis à quelques sièges l'un de l'autre, polis, coordonnés. Quand le nom de Noé a été appelé, nous nous sommes levés tous les deux. Pendant un instant, j'ai croisé le regard de Mireille. Elle a souri, pas le vieux sourire performatif, mais un sourire fatigué, réel. J'ai hoché la tête en retour. C'était suffisant. Après, sur le parking, elle a dit, « Je suis contente que tu ne m'aies pas détruite. » J'ai pensé à cela, à la facilité avec laquelle il aurait été possible d'humilier, d'exposer chaque détail publiquement, de chercher les applaudissements au lieu de la clôture. Je ne voulais rien détruire, ai-je dit. Je voulais que la vérité soit la chose la plus forte dans la pièce. Elle a réfléchi à cela, puis a hoché la tête. Elle l'était, a-t-elle dit doucement. Nous avons suivi nos chemins séparés. Un soir frais, peu de temps après, Noé et moi avons cuisiné ensemble. Rien d'extraordinaire, juste du poulet rôti et des légumes. Pendant que nous mangions, il a demandé, « Regrettes-tu parfois de ne pas t'être battu plus fort ?» J'ai posé ma fourchette. Je me suis battu exactement aussi fort que nécessaire, ai-je dit. Plus fort, et j'aurais combattu la mauvaise chose. Il s'est adossé à sa chaise. Les gens en ligne disent toujours qu'il faut tout prendre. J'ai souri. Il parle de gagner un moment, ai-je dit. Pas de vivre avec le résultat. Plus tard, après la vaisselle, je me suis assis seul à la table et j'ai ouvert le bloc-notes jaune une dernière fois. La page était pleine maintenant. Des principes testés et confirmés. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de la liste. Les règles étaient passées du papier à l'habitude. Quand les gens me demandent comment je suis resté calme quand ma femme a tout pris, la maison, les voitures, l'argent, je leur dis la vérité. Le calme n'était pas un trait de personnalité. C'était un plan. Le calme était le résultat de la lecture, de la préparation et du refus de confondre la vitesse avec le progrès. Le calme, c'était de comprendre que parfois, le meilleur coup est de laisser quelqu'un avoir exactement ce qu'il demande. Parce que parfois, ce qu'il demande, c'est le poids. Si vous écoutez ceci et que vous êtes au milieu de quelque chose qui vous semble injuste, je ne vous dirai pas d'être patient, silencieux ou stratégique. Ces choix vous appartiennent. Ce que je dirai, c'est ceci. Lisez avant de signer. Protégez ce qui compte. Et ne laissez personne vous précipiter au-delà de votre propre compréhension. Le bruit s'estompe. Les conséquences, non. Je ne suis pas parti plus riche au sens où les gens l'entendent habituellement. Je suis parti plus clair. Je dors bien. Mon fils me fait confiance. Ma vie correspond à la vérité de qui je suis maintenant. C'est une victoire que je prendrai à chaque fois.